Merci beaucoup, Élodie. Un grand plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Je suis très contente de vous voir aussi nombreux aussi. C'est pour une très belle annonce qu'on est rassemblés ici. Et avant de vous la dévoiler, en fait, je veux saluer quelques dignitaires qui sont avec nous, à commencer par Mme Marjorie Michel, bonjour, ministre de la Santé, également Shirley Dorismont, également députée de Marie-Victorin. Il y a également Audrey Bogmans qui est avec nous, députée d'Iberville, puis également adjointe gouvernementale régionale de la Montérégie, centre Montérégie-Ouest. Et la députée de La Porte, Mme Poulet, mes salutations. Également, le député fédéral de Longueuil-Saint-Hubert, M. Joseph, merci d'être présent. Bonjour. Également, on a le conseiller municipal de l'arrondissement de Greenfield Park, M. Joly. Bonjour. Également, la présidente et chef de la direction de Santé Québec, Mme Biron, que je salue, je l'ai vue tout à l'heure. Ah, bonjour. Désolée. Le président directeur également général de Santé Québec Montérégie Centre, M. Deschamps. Bonjour, bonjour. Et également la présidente directrice générale de la Société québécoise d'infrastructure, Mme Bourgeois. Mes salutations. Et également la présidente directrice générale de la Fondation de l'hôpital Charles-Lemoine, Mme Boudreau, de même que le président du conseil d'administration de la Fondation, M. Lemieux. Merci de votre présence et tous les partenaires, de même que le personnel, c'est-à-dire les médecins, les infirmières, infirmiers, personnel de la santé. Mes salutations, très contente d'être ici parce qu'on est ici, en fait, pour vous. De même que pour les patients, bien sûr, pour les Québécois, les Québécoises. Alors, aujourd'hui, en fait, on annonce que mon gouvernement investit plus de 670 millions dans l'hôpital Charles-Lemoine. Un investissement colossal, et je vous dirais enfin. Enfin, parce que, en fait, c'est un projet qui est attendu de longue date par le milieu de la santé, par les gens de la Rive-Sud. Après avoir identifié les priorités avec les dirigeants de l'hôpital, bien, on donne le feu vert à cette première phase du projet de modernisation de l'hôpital Charles-Lemoine. Donc, c'est un go! Bravo! Cet investissement-là, bien, il va nous permettre de mieux répondre aux besoins du personnel, puis également mieux répondre aux besoins de la population. Puis on le sait que la population, elle a été en développement, en croissance ces dernières années, donc ça a créé une pression importante. Donc, c'était la bonne décision à prendre et je suis très fière de vous annoncer que c'est la décision qu'on a prise. Alors, l'hôpital Charles-Lemoine, en fait, c'est plus qu'un établissement de santé. C'est important de le rappeler. C'est ici, en fait, que des milliers de citoyens reçoivent des soins essentiels à un moment critique de leur vie. C'est aussi un centre névralgique pour toute la région. Et ça, c'est important de le souligner, ce statut régional, parce qu'il permet de diagnostiquer et de soigner bien au-delà de la localité immédiate. Donc, on ne se cachera pas, l'hôpital actuel, bien, il a besoin d'amour, de beaucoup d'amour, et c'est ce qu'on va lui donner. Quelques-uns de ces pavillons sont en très mauvais état et également, il manque d'espace. Puis on le voyait ce matin, on était dans les corridors avec le personnel et on se sentait bien à l'étroit. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on vient faire? Alors, on va investir des centaines de millions de dollars pour agrandir et pour réaménager l'hôpital Charles-Lemoine. On va construire 6 étages au-dessus de l'urgence actuelle. Et également une passerelle pour relier le nouveau pavillon avec le reste du bâtiment, avec le reste de l'hôpital. On va installer également un nouveau bloc opératoire, et ça, c'est attendu de longue date, à la fine pointe de la technologie, entre autres pour les chirurgies d'un jour. On va ajouter également une nouvelle clinique. On va ajouter également une nouvelle pharmacie, de même qu'une nouvelle section pour les soins intensifs. Et on va y regrouper, en fait, l'inhalothérapie et la désinfection des instruments médicaux. On va également déplacer l'urgence actuelle dans une clinique temporaire le temps de la durée des travaux. Comme ça, il n'y aura pas d'interruption de service. C'est ce dont on voulait s'assurer. On va également installer un scan très moderne qui va nous permettre, en fait, de détecter plus rapidement, plus facilement les cancers, les maladies cardiaques, également les troubles cérébraux, et ça, dans toute la région. Et ça va changer vraiment la vie pour des milliers de personnes parce que, actuellement, une personne sur la Rive-Sud qui lutte contre un cancer, par exemple, bien, souvent, elle est fatiguée, elle est inquiète, les traitements sont quand même épuisants, et bien, elle doit néanmoins se déplacer vers l'île de Montréal pour se faire traiter. Et ça ajoute, je dirais, aux éléments qui sont difficiles à supporter par la personne. Donc, on doit attendre pour traverser l'île, aller se faire soigner là-bas, revenir ici,
Tout ça, c'est très exigeant pour les personnes. Alors, on va changer ça. On va changer ça avec le nouveau scan TEP installé ici même, à Charlemagne. Les gens de la Rive-Sud vont pouvoir passer leur examen ici même, sur la Rive-Sud. Donc ça, c'est un vrai changement dans la vie des patients. Très contente qu'on puisse aller de l'avant avec cette innovation. On va également embaucher 200 travailleurs pour la construction. Ça, c'est pour la période de construction. Ça va durer quelques années. Donc, c'est aussi une forme de création d'emplois dans la région. Et les travaux, en fait, ils devraient commencer dès cette année. Excellent point également. Donc, ça va se terminer en 2032, mais dès cette année, on prévoit octobre, novembre, il y aura des travaux qui vont commencer sur le site. Donc, déjà, ça va nous mettre dans un autre, je dirais, psychologie à partir du moment où on verra les travaux commencer à se réaliser. Avec ce projet-là, on va offrir à toute la population de Longueuil puis des environs des meilleurs soins et des meilleures conditions de travail également. On va réduire les listes d'attente pour la chirurgie oncologique, tout comme pour l'imagerie médicale en Montérégie. On va également améliorer la sécurité puis la fluidité des services pour les patients et pour tout le personnel, bien sûr. On va mieux répondre à la demande donc en soins de santé qui va augmenter dans les prochaines années parce que la croissance démographique, on l'a vu, elle a été importante et puis aussi le vieillissement de la population, bien sûr, ça requiert davantage d'attention de la part des établissements de santé. Et surtout, on va permettre aux gens d'ici d'être soignés ici. Depuis la formation de mon nouveau gouvernement, vous l'avez vu, on opère un grand rattrapage dans la modernisation de nos infrastructures et en tête de liste, ce sont les établissements de santé qui bénéficient de ce grand rattrapage. Alors après Lévis, après Maisonneuve-Rosemont, après la Malbaie, après Chicoutimi, après Jonquière, après Amos, eh bien voilà, on est là ce matin pour annoncer les travaux à l'hôpital Charlemagne. Je tiens d'ailleurs à saluer l'engagement de la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous ce matin du fait d'un enjeu personnel. Donc, je la salue parce qu'elle avait un engagement sans faille dans ce projet, qu'elle a piloté avec brio et qui s'inscrit bien dans ce grand rattrapage qu'elle pilote également. On est chanceux de l'avoir au gouvernement, comme on est chanceux d'ailleurs d'avoir la députée de Marie-Victorin, Mme Shirley Dorismont. Shirley, tu as fait vraiment un travail formidable parce que je sais que ce dossier-là, tu l'as porté, hein, tu as fait entendre la voix des gens de ton comté et c'était une de tes priorités, d'aller de l'avant avec cette transformation, cette modernisation. Alors bravo, parce qu'on livre la marchandise et c'est parce que tu nous as fait justement entendre la voix des gens d'ici qu'on va de l'avant. En livrant, en fait, ce projet-là, on montre qu'on est connecté sur les priorités des Québécois. On est vraiment dans du concret, dans du pragmatique et dans ce qui préoccupe les Québécois. L'accès aux soins de santé, ça vient en tête de liste et c'est pour ça qu'on est là. Je tiens aussi à remercier la présidente et chef de la direction de Santé Québec, Mme Biron. Mes salutations et mes remerciements. Le PDG également de Santé Québec Montérégie Centre. Merci pour votre engagement à tous les deux, M. Richard Deschamps. Toutes les équipes également du CIS de la Montérégie Centre, tout le personnel de l'hôpital. Merci de contribuer à rehausser les soins pour les Québécois. Merci de votre engagement soutenu. Je sais que les conditions n'ont pas été faciles pour vous ces dernières années, mais vous voyez qu'on est à l'œuvre et on va arranger et moderniser tout ça pour vous offrir un cadre plus adéquat. Ensemble, vraiment, vous faites une réelle différence dans la vie des Québécois, dans la vie des citoyens ici. Je remercie également les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, les médecins, l'ensemble du personnel de l'hôpital. L'annonce aujourd'hui, ça s'inscrit directement dans ma volonté de livrer des résultats concrets, pragmatiques, à bon rythme également, des hôpitaux plus modernes, mieux adaptés, des services plus accessibles et également mieux organisés. Et mon objectif dans tout ça, en fait, c'est de bâtir l'avenir de notre réseau de santé pour bâtir l'avenir du Québec. Avec vous. Merci. Merci, Mme Fréchette. J'invite maintenant la ministre fédérale de la Santé et députée de Papineau, Mme Marjorie Michel. Bonjour tout le monde. Madame la Première ministre, Madame Fréchette, Madame Dorismont, Shirley, mon collègue Nathilien Joseph, Monsieur Deschamps, Madame Biron, tous les élus qui sont là, je ne vais pas reprendre tous les noms. Bienvenue, et puis c'est vraiment un plaisir d'être avec vous ici à Longueuil. Vous savez, l'avenir que nous voulons
commence par bâtir les communautés que nous voulons. Dans de nombreuses régions, les hôpitaux construits dans les années 1970 desservent aujourd'hui 2 fois la population pour laquelle ils ont été conçus. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a lancé en avril dernier le Fonds pour les collectivités fortes, un fonds destiné à revitaliser et moderniser les infrastructures publiques, dont celles en santé. Je tiens à souligner un élément essentiel du succès de ce fonds. Il n'existe que par l'engagement et la collaboration renouvelée entre le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires. Collaboration qui se reflète aujourd'hui alors que nous sommes réunis ici à Longueuil, à l'hôpital Charlemagne, au Québec, pour soutenir un projet d'agrandissement et de réaménagement de l'hôpital. C'est une très bonne nouvelle pour les habitants de la Montérégie qui pourront bénéficier d'installations modernes et mieux adaptées. Because a hospital is much more than a building. These healthcare infrastructures are at the heart of everyone's well-being. Et ce bien-être représente la base de collectivités fortes en santé et contribue au renforcement de notre économie. Ensemble, nous pouvons toujours aller plus loin, car nous voulons tous la même chose. Un système de santé qui fonctionne pour tous, peu importe où ils sont, où ils vivent et qui ils sont. Nous devons, particulièrement de ces moments difficiles, prendre soin les uns des autres parce que nous sommes plus forts ensemble. Et c'est ainsi que nous bâtirons un Québec et un Canada forts pour toutes et tous. Merci. Merci, Madame Michel. J'invite maintenant la présidente et chef de direction de Santé Québec, Madame Geneviève Biron. Merci. Bonjour tout le monde. Merci d'être là en grand nombre. Merci, Madame la Première ministre, pour cette belle annonce. Bonjour à tous. Merci, ministre fédérale, d'être présente également aujourd'hui. Député local, PDG de l'établissement. Je ne vais pas reprendre là, toutes les salutations. Vous les avez entendues. Évidemment, on remercie tout le monde pour la présence. Le personnel de l'hôpital également. Vous étiez en grand nombre ce matin pour nous accueillir, puis on voit à quel point ça tient à cœur l'établissement. On disait que l'établissement a besoin d'amour, mais je dois vous dire que je ressens moi, beaucoup d'amour à l'intérieur de l'établissement, mais je pense que là, on parle évidemment de son enveloppe qu'on veut améliorer. Alors, on est très heureux aujourd'hui d'être parmi vous pour souligner cette annonce importante pour la population de la Montérégie et de l'hôpital Charlemagne. C'est bien plus qu'une annonce. Hein. Aujourd'hui, c'est un projet d'infrastructure et un projet d'infrastructure. On pose un geste concret de transformation du réseau, rapprocher les services spécialisés des gens, améliorer la fluidité des parcours de soins, soutenir les équipes et renforcer la confiance de la population envers notre réseau de la santé. Et cette confiance, est-ce que se construit par des résultats tangibles? Savoir où aller, être dirigé plus rapidement vers le bon service, recevoir un diagnostic plus tôt, avoir accès à une chirurgie dans un délai plus raisonnable et sentir que le réseau travaille ensemble dans la même direction. C'est le sens de la transformation que nous portons à Santé Québec. Rendre la santé plus accessible, rendre les parcours plus fluides, bâtir une organisation plus humaine et adopter les façons de faire pour qu'elles soient plus performantes. Alors, le projet annoncé aujourd'hui s'inscrit pleinement dans cette ambition. Il répond aussi à une réalité très concrète. L'hôpital Charlemagne a été construit depuis plusieurs décennies. Alors, aujourd'hui, on doit composer avec des espaces qui sont devenus insuffisants et des trajectoires cliniques qui doivent être adaptées aux besoins actuels et futurs de l'hôpital. Et évidemment, les besoins de la population. Alors, grâce au futur pavillon de soins critiques, l'hôpital Charlemagne pourra accroître sa capacité chirurgicale avec 6 salles additionnelles et porter sa capacité à 30 lits pour les soins critiques. Mieux prendre en charge les situations les plus complexes et améliorer les parcours de milliers de patients à chaque année. Concrètement, ça veut dire des trajectoires chirurgicales qui sont mieux coordonnées, des équipes qui sont soutenues, des plateaux techniques modernisés et une plus grande capacité à répondre aux besoins d'une région qui est en forte croissance. Ces nouveaux espaces, ils vont aussi renforcer notre capacité collective
à faire face à des situations d'urgence, aux incidents majeurs et aux besoins cliniques les plus critiques. Alors, on a parlé de plusieurs secteurs qui vont être modernisés, donc les services notamment d'imagerie médicale et d'oncologie. Je veux vraiment souligner l'arrivée du TEP-scan. C'est un équipement fort important. Ça va éviter à nos patients de se déplacer dans le fond, qui doivent se déplacer dans une autre région de la Montérégie. Et ça devient un service vraiment essentiel ici à proximité. Donc, on doit vraiment saluer cette belle annonce. En offrant des services directement à Montérégie, on peut mieux desservir la population locale, réduire les déplacements évitables, ce que je mentionnais, soutenir les diagnostics plus rapides, plus près des milieux de vie des gens. Alors, écoutez, pour la population, cette transformation, elle doit se traduire simplement moins de démarches inutiles, moins de délais évitables, plus de clarté, plus de proximité et plus de continuité. Au-delà des murs, ce projet, c'est un investissement dans les personnes, les patients et leurs familles, ainsi que les équipes qui les accompagnent chaque jour. C'est aussi un investissement dans la relève. C'est avec des espaces qui vont permettre de mieux accueillir les futurs médecins, les stagiaires en sciences infirmières et les autres professionnels appelés à contribuer au réseau de demain. Une transformation de cette ampleur, ça repose évidemment sur beaucoup de collaboration. Je tiens à souligner le soutien des gouvernements du Québec et du Canada, ainsi que l'engagement de toutes les personnes qui ont contribué à la planification et au développement de cette initiative. Et je dois reconnaître toutes les équipes, évidemment, de Santé Québec, Montérégie Centre, de l'hôpital Charlemagne, des gens qui sont tout près, les fondations, le conseil d'administration, et qui font vivre cette transformation et qui ont porté, en fond, ce projet à bout de bras depuis des années et qui feront vivre cette transformation au quotidien dans l'organisation des soins, l'accueil des patients et l'accompagnement des familles. Alors, ensemble, nous allons de l'avant pour mieux prendre soin des gens, plus près de leur réalité. Nous posons un geste et un pas concret de plus, des services spécialisés offerts près des gens, des parcours mieux coordonnés, des investissements guidés par la qualité, la pertinence et la valeur réelle des citoyens, ainsi une population où on peut voir que le réseau avance, qui se transforme concrètement pour mieux prendre soin des gens. Et c'est cette ambition qui nous guide à Santé Québec, prendre soin des gens, aller de l'avant ensemble. Merci. Merci, Mme Biron. J'invite maintenant la députée de Marie-Victorin, Mme Shirley Dorismont, à prendre la parole. Je vais mettre le micro un petit peu plus haut. Bonjour tout le monde. Merci d'être ici aujourd'hui. Et surtout, merci à toutes les équipes de soins et les équipes aussi d'établissement, les équipes du SQI aussi. Pour moi, c'est vraiment une grande fierté de voir ce projet enfin arriver. Madame la Première ministre a volé mon mot « enfin ». Et celui de Richard. Je sais que Richard... et vraiment un remerciement sincère à Richard. Je sais que tu as travaillé très, très, très fort et très longtemps sur ce projet-là. Tu m'en as parlé. Moi aussi, je t'ai tannée d'en parler. Mais on a fait un beau travail. C'est vraiment un travail d'équipe, que ce soit les professionnels en soins, que ce soit le syndicat, que ce soit les médecins, que ce soit l'établissement, toute la gestion, même les ressources humaines. C'est un beau travail d'équipe. Vraiment, ce projet-là est déterminant. Il est surtout déterminant pour nos citoyens de Marie-Victorin, les citoyens de la région du Grand Longueuil et le TEP-scan. Le TEP-scan, c'est sûr que ça va changer des vies parce que même moi qui accompagnais un membre de la famille en oncologie, on était obligé d'aller se faire référer ailleurs, surtout au CHUM. Il y a un corridor de service, mais maintenant, on va pouvoir avoir le TEP-scan ici et améliorer la qualité de vie aussi de ces gens-là parce que quand on est malade, on est fatigué. Et le transport, ça peut épuiser les gens. Fait que pour moi, ça, c'est vraiment une belle modernisation. Donc, je tiens vraiment sincèrement à remercier tout le monde qui a participé dans ce projet-là. Et pour moi, ça faisait partie d'un de mes engagements.
Et je remercie sincèrement Christine pour ton écoute et surtout pour l'écoute des Québécois et de leurs besoins. Merci beaucoup. Merci, Mme Dorismont. J'invite maintenant le PDG de Santé Québec de la Montérégie Centre, M. Richard Deschamps. Je serai très bref parce que je pense que tout a été dit. On m'a même volé mon mot, enfin. Alors, mais enfin, ça peut paraître long. C'est vrai que les travaux, puis on parle de 2017, mais ce projet-là a été pensé bien avant, du temps même de l'agence où on réfléchissait sur l'avenir de l'hôpital Charlemagne. C'est sûr qu'en 2017, c'est devenu beaucoup plus concret. C'est normal que ça prenne un certain temps. C'est des projets de longue haleine avec plusieurs étapes. Mais enfin, nous y sommes. Je tiens à remercier Mme Fréchette puis le gouvernement provincial d'avoir vraiment donné l'aval de ce projet. Même chose au niveau de Mme Michel, au niveau du gouvernement fédéral. Alors, merci beaucoup. Puis, bien, je pense que je peux l'appeler Shirley. On sera peut-être faire un accro au protocole. Mais Shirley était là dans les premières années où elle a été élue. Rapidement, on s'est mis en contact et elle a beaucoup soutenu ce projet-là. Ça prend les députés chevronnés puis qui sont sur le terrain. Alors, je salue son travail parce que moi, je pourrais bien me donner bien du mérite puis un paquet de monde. Mais ça prend un coup de pouce à ce niveau-là. Et merci beaucoup là, pour tout le monde de la Montérégie. Même chose pour Mme Biron et son équipe. Vous avez été au rendez-vous. La SQI aussi. Je sais que ce n'est pas simple. Il y a beaucoup de besoins. Il y a beaucoup d'infrastructures déficientes. Puis les gouvernements font ce qu'ils peuvent. Là, mais actuellement, là, on a posé un geste concret. C'est celui de doter Charlemagne d'une offre de service qui va être régionale et universitaire. On n'en parle pas assez. Parce qu'on forme aussi les médecins. Alors, je salue d'ailleurs la communauté médicale, particulièrement dans ce projet-là, parce que c'était attendu beaucoup par les médecins. Un plateau technique important pour eux. Alors, puis il y a peut-être un petit bout qu'on a oublié aussi, il va y avoir aussi une amélioration de l'offre de services en santé mentale. Je regarde mon directeur d'hôpital, Jérémy, là, qui attend aussi là, cette infrastructure-là pour être capable d'améliorer l'expérience patient au niveau de la santé mentale. Bien évidemment, en chirurgie et en médecine interne, on va être au rendez-vous, mais je pense qu'il faut souligner aussi le fait qu'on a au-dessus de 100 lits de santé mentale ici à Charlemagne. Alors, je pense que c'était requis d'améliorer beaucoup les choses là-dessus. Un dernier mot, peut-être souligner la présence de M. Wang Qisang, Michel Wang Qisang, notre président du conseil d'administration de l'établissement. Je pense qu'on n'était pas certain que tu étais là, mais merci d'être là. Évidemment, saluer les gens de la Fondation qui sont toujours au rendez-vous, alors pour nous soutenir dans nos grands projets. Puis là, c'est vrai qu'on a un grand projet, fait qu'on aura jasé ultérieurement de ce qu'on va faire avec l'argent. Mais peut-être, encore une fois, remercier les équipes médicales qui nous ont soutenus, qui ont été patients. Le personnel aussi qui a été patient, parce que travailler dans des environnements qui ne sont pas toujours au niveau optimal, bien, merci de votre patience, merci de votre implication. Même chose au niveau des équipes techniques, on ne parle pas toujours assez non plus. Ils ont été au rendez-vous parce que planifier ce projet-là, nous, les gens de soins sont des bonnes idées, mais pour les faire atterrir, ça prend des gens de technique, des gens administratifs. Alors, merci pour votre travail. Alors, tout ça pour dire que c'est une belle journée aujourd'hui. Sincèrement, ça fait une belle boucle pour ma longue carrière. Alors, avec Charles Demoine, entre autres, que j'y suis associé depuis très, très longtemps. Alors, merci beaucoup. Merci. Bonne journée, tout le monde. Merci. J'inviterai tous nos dignitaires à revenir à l'avant derrière le lutrin. Donc, nous allons maintenant procéder à la période de questions pour les journalistes. Je vous invite à vous diriger au micro. Comme d'habitude, on va aller une question, une sous-question par journaliste et peut-être mentionner à qui votre question s'adresse. S'il y a des questions en anglais, on va les prendre à la fin, s'il vous plaît. Juste le temps de se placer. Bonjour, Mathieu Papillon de Radio-Canada. Ma question pour Mme Fréchette. Donc, ce projet-là avait été confirmé dans le budget, dans le dernier budget. Vous ne me voyez pas? Oui, c'est ça. Derrière les caméras. Ouais, parfait, je vais me tasser un peu. Derrière les caméras. Donc, le projet avait été confirmé dans le dernier budget. Sur le site du Conseil du Trésor, c'est déjà écrit que le projet est en réalisation. Il y a un mois, vous étiez venu avec M. Carney ici même pour annoncer et confirmer le projet. Donc, qu'est-ce qu'on annonce aujourd'hui, finalement? En fait, on précise les montants. On précise les montants de 670 millions. Et ça s'inscrit donc dans la suite de ce que l'on a fait annoncer il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, on annonçait 5 ententes
avec le fédéral, permettant d'investir notamment dans le domaine hospitalier, mais également dans le domaine scolaire, dans le domaine des routes, des rénovations d'infrastructures. Donc aujourd'hui, on vient préciser le montant puis la nature de ce qui va être transformé sur le site ici. Et j'en profite d'ailleurs pour préciser quelque chose qu'on n'a pas précisé tout à l'heure, mais le TEP-scan, on en a parlé, ça va être une innovation très, très importante. Il sera accessible dans 2 ans déjà. Donc, on n'aura pas besoin d'attendre à la fin complètement des travaux pour bénéficier de cet avantage-là qui va permettre aux gens d'être soignés en Montérégie, sur la rive sud. Donc, déjà dans 2 ans, ça va être accessible. Donc, c'est ça, on vient préciser en fait l'ampleur des montants et puis ce en quoi ça va consister quant aux principaux changements. Concernant le changement de nom de votre parti, est-ce que vous tentez de faire oublier votre appartenance à la Coalition Avenir Québec? Non, écoutez, bien, mon arrivée, ça correspond à un changement d'approche, un changement de style, de leadership, et je pense que c'est normal de changer le nom. Le nom portait le nom de M. François Legault. Alors, voilà, maintenant, il est associé à mon nom. Ça s'inscrit dans le virage qu'on fait au niveau de la gouvernance et au niveau du leadership. Merci. Prochain journaliste. Bonjour, Mme Fréchette, Étienne Malouin de TVA Nouvelles. La campagne électorale s'en vient, les annonces de candidature. Vous allez confirmer un peu plus tard aujourd'hui que la sœur de Gaby Renaud portera les couleurs de la Coalition Avenir Québec avec le combat qu'a mené le gouvernement en lien avec Mme Renaud qui s'est impliquée dans un dossier. Qu'est-ce que ça représente pour vous qu'elle accepte d'être candidate pour la CAQ pour les prochaines élections? Écoutez, pour nous, la violence faite aux femmes, ça a été une priorité de longue date. On a été très, très actifs et innovants dans le cadre de cette lutte. Je pense par exemple aux tribunaux spécialisés. On annonçait d'ailleurs il y a quelques jours avec Simon Jolin Barrette, et je salue son engagement sur ces enjeux-là. On annonçait le dernier volet là, de la stratégie de déploiement des tribunaux spécialisés pour les violences conjugales, les violences faites aux femmes, violences sexuelles. Et je suis très fière de ce que l'on a mis en place, notamment les bracelets anti-rapprochement. Ça aussi, c'est une autre des innovations. On a davantage rehaussé aussi le soutien qui est offert aux femmes victimes de violences. Moi, je me suis engagée aussi à augmenter le nombre de ressources dans les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences. Bref, on a eu toute une pléiade, une série d'actions, et ça a culminé, je vous dirais, avec la loi de Claire, la loi Gaby Renaud, donc au printemps dernier, en fait, il y a quelques semaines, où on a adopté cette loi-là de manière transpartisane. Et puis, sachez qu'on va poursuivre notre action. Alors, je vous invite à surveiller dans les prochaines heures les annonces qu'on fera et qui me rendent très fière. Donc, j'ai bien hâte de vous dévoiler ça. Merci beaucoup. J'aurais une question également pour Mme Biron. Mme Biron, 7 juillet dernier, Mme Germain a annoncé qu'elle allait quitter le CA de Santé Québec en octobre prochain. À partir du moment qu'elle quitte et qu'elle a jeté les bases de Santé Québec, qu'est-ce qu'il faut, selon vous, pour la suite, pour prendre la tête du conseil d'administration pour la prochaine personne qui sera nommée? Bien, écoutez, Santé Québec, on est encore une jeune organisation. Hein. On a pris forme le 1er décembre 2024, mais dès maintenant, on donne déjà des résultats. Alors, évidemment, tout ça, ça s'insère avec un rôle très soutenu de notre conseil d'administration. Des gens très engagés qui s'impliquent énormément et qui ont évidemment des compétences variées, complémentaires. Donc, pour la prochaine personne, ce sera évidemment le choix du gouvernement, mais je pense que ce sera l'opportunité de poursuivre le développement de Santé Québec et donner l'élan supplémentaire de la transformation qui est déjà bien entamée dans le réseau de la santé. Merci. Oui, bonjour. Florence Morin-Martel du Devoir. Ma question est pour Mme Biron encore. Oui, il y a des médecins du nord de l'île de Montréal, de la Mauricie-Centre du Québec qui sont impatients de vous entendre à propos du déploiement du DSN là, à l'échelle du Québec. Est-ce qu'on a des développements à ce niveau-là? Puis aussi, quels établissements seraient visés là, prochainement? Bien, le DSN, c'est un projet de transformation numérique très, très important. Évidemment, là, on est très heureux du déploiement du DSN dans 2 régions du Québec, comme vous le mentionnez. La technologie fonctionne bien. On a encore, évidemment, une période d'apprentissage et d'appropriation des nouvelles façons de faire avec un logiciel. Moi, je trouve que c'est important qu'on se donne le temps d'analyser
les résultats. On a des bénéfices attendus qui ont été mis de l'avant. On veut les analyser. Ceci étant dit, les prochaines étapes, on ne tardera pas là, à regarder comment ça va se déployer dans d'autres hôpitaux et la réflexion autour de est-ce que c'est seulement certains hôpitaux ou c'est l'ensemble du Québec. Je ne vais pas m'engager sur un délai, mais c'est quand même une réflexion, je dirais, prioritaire au sein de Santé Québec là, pour prendre position et faire prendre ces décisions-là au courant là, des prochains mois, prochaines années. Puis, on a aussi appris plus tôt cette semaine qu'il y avait 80 patients qui avaient été touchés par des retards en soins à domicile dans le nord de l'île de Montréal en raison du déploiement du DSN. Comment vous allez vous assurer, si c'est déployé ailleurs, que ça ne revienne pas, en fait, ces problèmes? Oui, mais dans notre réseau de la santé, à tous les jours, il y a des situations, évidemment, malheureuses qu'on ne veut jamais qu'il arrive un épisode de soins qui ne soit pas rencontré. Mais je dois vous dire qu'avec le DSN, on a vu aussi des améliorations significatives. Des gens qui nous ont dit, moi, je suis infirmière, je m'en vais voir un patient, je suis sur la route et là, j'ai une notification parce que ce patient-là est passé par l'urgence, son plan de soins a changé, il est à une autre adresse et il a la notification instantanée et ça lui a permis d'éviter de se rendre à un domicile où il n'y avait personne. Alors, il faut être en mesure de balancer qu'il y a vraiment des avancées, des améliorations que le DSN nous procure et je trouve que c'est important de garder ça en tête. Mais pour ceux, disons, qui n'ont pas reçu leur médication à temps, qui ont eu des retards dans l'aide au lever et au coucher, qu'est-ce que vous allez faire? Mais les situations sont bien analysées là, auprès des équipes. Moi, on m'indique qu'il n'y a pas de patient qui n'a pas reçu sa médication et on fait le suivi à chaque situation pour s'assurer est-ce qu'il y a des changements qui doivent être portés, mais toutes les choses là, sont sous contrôle. Merci. Prochain journaliste. Oui, bonjour, Pierre Saint-Arnaud de la presse canadienne. Madame Fréchette, vous, depuis quelques semaines, au minimum, sinon plus, vous faites des séries d'annonces, des investissements majeurs à plusieurs endroits de façon constante. Quelle garantie avez-vous que ça va être maintenu par un prochain gouvernement si ce n'est pas le vôtre? Eh bien, ça fait effectivement pas encore 100 jours que je suis en poste et on enfile les annonces parce qu'on veut répondre aux préoccupations des Québécois. On veut le faire à bon rythme. Souvent, ces besoins-là sont urgents. Donc, on est au rendez-vous et on est en connexion, je vous dirais, avec les priorités des Québécois. Et le projet que l'on annonce aujourd'hui, il passe maintenant en phase planification. Ça a été évoqué tout à l'heure. C'est survenu il y a quelques jours. À partir de ce moment-là, ça va de l'avant, là. Il n'y a pas une volonté politique qui pourra s'opposer à ça, au sens où ça suit son chemin. C'est dans le plan québécois des investissements, en phase planification. Donc là, les contrats, les appels d'offres vont être signés, convenus, et puis ça va prendre forme. Dès cet automne, dès le mois d'octobre, on va voir de l'équipement sur le terrain pour commencer à aménager le sol. Sur un autre sujet, c'est la rencontre des premiers ministres la semaine prochaine, c'est prochaine, je ne m'abuse, à Charlottetown. Ouais. Et à cette rencontre-là, les Premières Nations vont participer, ce qui est une première. Je suis curieux de savoir c'est quoi vos attentes par rapport à cette rencontre-là des premiers ministres. Bien, ça va être une première occasion pour moi de rencontrer l'ensemble des premiers ministres des provinces et territoires, donc les Premières Nations également, donc à l'échelle canadienne. Ça va être une première fois, je vous dirais. Et ce sera l'occasion, en fait, de parler notamment de l'accord, des négociations avec les États-Unis, le Mexique. Où en est-on? Faire le point. Parce que c'est un enjeu central, crucial, particulièrement pour le Québec. Il faut voir que le Québec est l'endroit au Canada où on est le plus impacté. On n'a pas toujours cette notion-là, cette idée-là, parce qu'on pense que l'Ontario est très, très impacté du fait que c'est le secteur automobile qui est frappé de plein fouet. Mais au Québec, on a de nombreux secteurs qui sont touchés. Et quand on cumule ces impacts-là, on se rend compte que c'est au Québec que les impacts sont les plus importants. Qu'il s'agisse, par exemple, de l'aluminium ou encore du secteur manufacturier, du secteur du bois d'œuvre. Tous ces secteurs-là sont vraiment touchés. Et ça va être important de parler de la stratégie du fédéral et de nos préoccupations à nous, le gouvernement du Québec, pour nous assurer qu'on est dans la bonne voie au niveau des négociations, des discussions avec les États-Unis. Également, bien sûr, on va parler des investissements du fédéral, que ce soit dans les corridors énergétiques ou les projets d'intérêt national. Donc, on met de l'avant plusieurs projets pour obtenir ces investissements. Puis, je vais rappeler l'importance aussi qu'occupe le Québec en lien avec tout ce qui relève de la défense, l'aérospatiale, la construction navale, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, le quantique.
l'optique photonique. Il y en a plein de ces secteurs-là pour lesquels on a une expertise reconnue à l'international et ça va être important de le souligner. Merci. Une question technique sur l'annonce d'aujourd'hui. Le communiqué parle de 700 millions, dont 28 du fédéral. Ouais. Vous, c'est 670. Tout le reste vient de Québec, donc. C'est 670, en fait, dont 28 millions qui viennent du fédéral. Donc, le 670 inclut le 28 millions du fédéral. Votre communiqué dit 700 millions. Bien, c'est pas près de 700. J'ai vu près de 700 dans un texte. On va faire on vous revient avec la précision. Prochain journaliste. Merci. On va prendre la prochaine question. Oui, bonjour. Ali Dosti pour Gravité Média. En 2021, quand le projet est entré dans sa phase de planification, je comprends bien qu'aujourd'hui, on est en phase de réalisation. Donc, quand il était en phase de planification, il était estimé à 400 millions. Donc, qu'est-ce qui explique cet écart, ce bond dans les coûts et investissements? Bien, il y a eu effectivement des rehaussements de coûts. On ne sera pas surpris. L'inflation a fait son œuvre. On le sait, partout où il y a des travaux de construction, les prix ont été à la hausse ces dernières années. Donc, c'en est un des reflets. Là. Puis, qu'est-ce qui explique aussi ce délai? Je parle de 2021 quand même pour une entrée dans la phase de planification. Puis là, maintenant, vous faites l'annonce de la réalisation qui s'inscrit dans une série d'annonces. Là, on l'a souligné. Donc, pourquoi c'est Bien, ce sont des projets très complexes. Dans le fond, ça a été évoqué déjà. Hein. C'est des projets pour lesquels il faut notamment travailler énormément les plans fonctionnels et techniques, les plans, la planification. C'est énormément de détails, de précision, de conception, de planification qui sont requises. Et tout ça, ça met un certain temps. Donc, on est relativement sur le calendrier qui était initialement imaginé. Et maintenant qu'on fait le pas vers la réalisation, ben voilà, on peut entamer une autre phase. Puis j'aurais peut-être une question pour M. Deschamps. Ouais. En fait, à quoi ça ressemblera les défis puis les aménagements pour assurer quand même une continuité des soins et services pendant les travaux? Ça, bien, imaginez quand vous faites une cuisine chez vous, là. C'est le Capharnaüm, ça va être un énorme Capharnaüm. Alors, il va y avoir toute, mais blague à part, il va y avoir toute une planification logistique qui va être faite, mais ça ne se fera pas sans désagrément. On va essayer de limiter au maximum les effets un peu désagréable de la construction, mais il va y avoir de la machinerie, il va y avoir des travaux qui vont être faits. L'un des premiers morceaux qu'on va faire, on va mettre en place une unité modulaire transitoire à côté de l'urgence pour justement aménager le TEP scan qui va être là et d'autres services cliniques aussi pour justement mitiger les effets là, un peu désagréables de la construction. Puis il y aura d'autres aussi initiatives du genre qui vont se faire au cours des prochaines années parce que c'est un projet quand même de 7 ans de construction. Alors, au fur et à mesure que le projet va se déployer, bien, on va ajuster le tir pour faire en sorte que autant l'expérience employée que l'expérience patient soit le plus agréable et positive que possible. Merci. Prochain journaliste. Bonjour, Annie Guillemette au 98.5. Madame Fréchette, vous faites des annonces. Il y a des gens de l'autre côté du fleuve qui attendent aussi beaucoup. Est-ce que vous allez avoir le temps d'annoncer HMR avant les élections ou on est encore trop loin pour le faire passer en phase de réalisation? Ce n'est pas une décision politique, je l'ai dit régulièrement là, à plusieurs occasions. En fait, le changement de phase, c'est à partir du moment où les plans ont été complétés. Donc, ce n'est pas une décision politique que de le faire passer d'une phase à une autre au sein du plan québécois des infrastructures. On a annoncé un investissement de 700 millions pour l'hôpital Maisonneuve-Rosemont il y a quelques semaines. C'était un de mes premiers gestes, d'ailleurs, qui a été salué par l'ensemble des gens qui y travaillent, les partenaires aussi qui sont nombreux. Maintenant, il faut que l'ensemble des plans et de la planification soient complétés pour que ce transfert vers la réalisation puisse s'opérer. Alors, ça va prendre encore quelques mois. On attend. Vous faites des annonces autant politiques que de fonction, je vais appeler ça comme ça, à pleine vapeur. Sanguinet, ça va quand? Est-ce que c'est si compliqué que ça, trouver quelqu'un pour affronter Alain Terrien? Non, ce n'est pas une question d'être compliqué. D'une part, en fait, on a plein d'annonces de candidatures qui sont faites ces jours-ci et il y en a plein qui seront faites au mois d'août. Les gens ont l'impression que quand on présente une candidature, il s'agit juste de définir la personne qui a été identifiée et puis voilà, on poursuit notre chemin une fois qu'on a déclaré son nom. Mais dans la réalité, les gens, quand ils se présentent avec nous, souvent, ça veut dire qu'ils cessent de travailler. Ça veut dire qu'ils commencent la campagne à temps plein. Et ça, c'est un changement de vie important pour ceux et celles qui se présentent. Alors, c'est normal qu'il y a des gens pour qui ça peut être possible de le faire en juin, d'autres en juillet, mais il y en a beaucoup aussi pour qui ce n'est possible qu'au mois d'août.
du fait de ces impacts-là sur la vie professionnelle des gens. Puis aussi, on veut, profiter des prochaines semaines. Moi-même, quand j'ai été présentée il y a 4 ans, c'était à la mi-août. Alors, on est encore loin de la fin de la période des présentations de candidatures. Donc, je comprends que pour Sanguinet, ça va attendre au mois d'août. Ça va attendre. Merci. Merci. Prochain journaliste. Est-ce qu'il y avait d'autres questions en français? On va maintenant passer aux questions en anglais. Cubino Duro, CBC News. I was wondering, why is this announcement so important, and what does this mean for the healthcare network and other hospitals in the province? Mm-hmm. In fact, we are here today to announce an investment of more than $670 million to launch the first phase of the modernization of the Charles Lemoine Hospital, which is an important hospital for the whole region. It's not only for the locality. This investment, in fact, will permit us to expand and modernize the hospital, which is very important because it's been built in 1960, 69, 64, well, in the 60s, let's say. And therefore, we will expand, we will modernize the hospital, we will add state-of-the-art facility, and I'm thinking about the PET scan, which will be very essential, crucial for people around here. And it will improve, of course, the working conditions and also the healthcare professional. And it will reduce the wait time, and also it will help us meet the growing healthcare demand needs in the region because the population has been growing, and it is essential to adopt this expansion plan. And then follow-up question, there are many hospitals that are dealing with over 200% capacity in their ERs. What's your reaction to that, and how can the government help these hospitals? Mm-hmm. In fact, maybe you want to answer? It is important to improve the first line because it's the access to the health cares that are problematic in many regions, many hospitals. And with the investment we're making today, we will improve that access, and we will improve also the facilities that will benefit the whole region. Merci beaucoup. Thank you. Merci. Est-ce qu'il reste des questions? Good morning, Olivia O'Malley, CTV News. Premier Fréchette, you have changed your party's name to include your own name. I'm just curious, what is the reasoning behind this? In fact, the leadership has changed. I'm the premier since mid-April, and the name of the party included the name of the former premier, Mr. Legault, and therefore it was important to adjust the name of the party because I'm there now, and we have an approach that is different, a leadership that is different, and we have demonstrated the type of leadership we have and our priorities also. And I think that we've demonstrated that our priorities are really connected to the Quebecers' ones. And sales tax is being dropped from certain items today, like granola bars and toilet paper. How long will this measure be in place for? It is a permanent measure. It is important to remind that because it's not like the federal government a few months ago. We adopt a permanent measure. And therefore, people who are living alone, for example, they will benefit from that abolishing that tax because they will not buy like 6, 8, 10 muffins, these people. They will buy only 2, maybe 3 of them. Same thing for the students. So we are helping them to reduce the pressure that is put on their budget. And I think it's a very good announcement for them, and it will be permanent. Merci. Est-ce qu'il reste des questions? Si je peux me permettre, concernant les questions sur les montants, les bonnes informations ont été ont été communiquées par la première ministre et dans le communiqué. Je vais venir vous voir pour les explications plus précises. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous tous. Bonne suite.